Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonsoir, cher Volodymyr, je veux ici redire que la France continuera de soutenir l'Ukraine dans la durée. J'ai redit notre totale opposition à l'engagement de troupes au sol. Lorsque l'intégralité des pays européens et les Américains eux-mêmes vont à l'encontre de la déclaration d'Emmanuel Macron. L'escalade dans laquelle est engagé Emmanuel Macron est une voie irresponsable, dangereuse, qui inquiète les Français. Je suis opposé à l'idée que la France cherche à être en quelque sorte le leader du camp de la guerre. C'est le sens de l'accord que nous avons conclu et qui restera valide tant que l'Ukraine n'aura pas rejoint l'OTAN. Et donc l'Assemblée nationale débat en ce moment même sur le soutien de la France à l'Ukraine. Débat suivi d'un vote à l'initiative d'Emmanuel Macron, mais la séquence s'annonçait assez houleuse dès le départ. Les oppositions de gauche et de droite reprochent au chef de l'État le ton martial de ses dernières déclarations. Alors parlons vrai, est-ce qu'on n'est pas quelque part un peu dans la posture sur l'Ukraine, vu qu'on a annoncé qu'on n'enverrait en aucun cas des troupes au sol? Est-ce que la France n'a pas montré ses limites de poids diplomatique? On le disait, nos alliés nous ayant un peu laissé de côté. Y a-t-il quelques visées électorales pour diaboliser les adversaires politiques à 3 mois des européennes? Et à cette question, Macron a-t-il raison d'offrir un soutien indéfectible à l'Ukraine? Vous dites non à 95%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Eugène Berg est avec nous, ancien ambassadeur et auteur de l'Ukraine, février 2023, les racines du conflit, son impact sur les démocraties aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et La Rose. Et puis vous avez écrit aussi La Russie pour les nuls aux éditions de First. Et on va en acheter de plusieurs en tout cas, exemplaires pour nous autour de la table. Monsieur l'ambassadeur, on vous souhaite la bienvenue. Voilà. Philippe Bilger. J'ai eu la chance avec Françoise tout à l'heure d'écouter la plus grande partie du discours de Gabriel Attal et sérieusement le constat qu'il a fait, et en particulier sur la responsabilité exclusive de la Russie dans l'attaque, dans l'agression et dans les conséquences délétères, mortelles pour beaucoup de gens de cette offensive contre le droit international, ont été limpides. Moi, j'ai un étonnement et une question. L'étonnement, quand j'entends l'enflure des concepts historiques, on parle de Daladier, on parle de Munich, on parle d'Hitler, on utilise un langage guerrier qui nous renvoie aux pires heures de notre histoire, et en même temps, on sait bien que on n'enverra jamais pour l'instant des troupes au sol. Je trouve qu'il y a un peu un hiatus entre l'indignation et l'épopée verbale qu'on nous développe et en définitive l'acceptation d'un secours limité à l'Ukraine. Et mon interrogation, c'est que se passera-t-il si demain, malheureusement pour l'Europe, Poutine l'emporte? Que fait-on à ce moment-là? Elisabeth Lévy. Alors moi, deux choses. La première, je suis désespérée par la teneur du débat. Les criaillements unanimes, si vous voulez, comme les ritournelles de irresponsables, va-t-en-guerre, etc., qui ont accueilli la déclaration de Macron, me tapent autant sur les nerfs que les Munichois fascistes, Munichois lâches, lancés par la Macronie à ses adversaires. Il me semble qu'on a le droit de comparer, en fait. On peut comparer, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il y a certainement des éléments comparables, et il y a un élément comparable avec Munich, c'est que nous sommes absolument pas en état, de toute façon, quoi qu'il en soit, de faire une guerre. Donc, et d'ailleurs, c'est pas du tout ce qu'a dit Emmanuel Macron au départ. Mais je reconnais, je m'arrête après, le résultat de toute cette brillante manœuvre d'Emmanuel Macron, qui, moi, ne me semblait pas de dire à son adversaire on n'exclut rien, ça ne me semble pas de mauvaise, voilà. Mais le résultat de toute cette brillante manœuvre, c'est que maintenant les Russes savent qu'il n'y aura pas un soldat. Ils peuvent donc dégager les divisions qu'ils avaient prévues pour attendre d'éventuels problèmes avec les autres Européens et les envoyer sur le front ukrainien. Françoise Degois. Moi, je trouve qu'on est trop binaire, effectivement. Je rejoins Elisabeth. C'est insupportable, l'accusation de Munichois. Je rappelle d'ailleurs, et tout le monde l'a en mémoire, cette accusation, elle a déjà été portée au moment de la guerre en Irak. Oui. Elle est portée à travers les décennies. Il y a tous les conflits Munichois, en plus, avec tout ce qu'on sait vraiment de cette question-là, et notamment de Daladier, qui était complètement opposé et qui a quand même signé. Donc ça, c'est le premier point. On n'était pas en état de faire autre chose. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis que je me pose la question. J'entends le camp de la paix, j'entends le camp entre guillemets de la guerre. Je pense que c'est pas aussi simple que cela. Non. Nous avons un front, une défense contre Vladimir Poutine. Qui autour de cette table, qui dans les ambassades, qui au Quai d'Orsay, qui à la chancellerie, à la Farnese en Italie, est capable de me jurer que Vladimir Poutine
aujourd'hui vainqueur en Ukraine, ne va pas passer par la Transnistrie, ne va pas envahir la Moldavie et va s'arrêter là. Oui, mais Donc, personne ne peut jurer que c'est le vrai aussi. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir. Je pose une question simple. Le pacifisme aujourd'hui me paraît être tous les prétextes qui sont pris pour limiter l'aide à l'Ukraine me paraissent être vraiment des billevesées, des choses dangereuses. Eugène Berg, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur, auteur de l'Ukraine février 2023, les racines du conflit, et la Russie pour les nuls. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans cette affaire, on met beaucoup de morale, mais que la politique étrangère, ça ne se fait pas avec des bons sentiments? Tout à fait. Bon, d'une part, le débat auquel on a vu, les hémicycles étaient assez peu remplis. Il y avait que la moitié des députés. Donc la représentante nationale n'était pas présente. Alors vous savez comme moi qu'on ne vit pas en pleine démocratie parlementaire, puisque le vote, le gouvernement n'engage pas sa responsabilité, et donc c'est le président de la République qui décide en quelque sorte. C'est même pas le gouvernement. Alors que par exemple au Bundestag, c'est l'Assemblée qui doit décider de l'envoi des Taurus. Et Scholz ne veut pas. Bon, ça, c'est quand même une remarque. Alors, vous avez raison. Moi, j'explique ça. On est dans une situation d'impuissance, de blocage de cette malheureuse guerre. On n'a pas le temps de décrire les causes, le cheminement. Je l'écris longuement. Disons que c'est pas 100% noir, c'est pas 100% blanc. Il y a des difficultés. Les accords de Munich n'ont pas été pleinement appliqués. Ça a été vite. L'extrême droite ukrainienne a empêché Zelensky de donner une autonomie au Donbass. Il y a un enchaînement. De Minsk, vous voulez dire. Les chiens de la guerre se sont déchaînés. Alors maintenant, on est là. D'ailleurs, j'ai écrit un article dans la revue Conflit, là, il y a quelques semaines, où je dis que présentement, l'Ukraine ne peut pas remporter la guerre, c'est-à-dire récupérer tous les territoires avant 91 et même avant le 24 février. Elle n'a pas les moyens en armement, que regardez, c'est pas 60 F-16 qui vont renverser la balance. Ils les ont pas encore. C'est pas quelques chars, ils les ont pas encore. Et donc, et même, j'ai été à une conférence il y a quelques semaines, enfin quelques jours, j'ai montré aux gens qui étaient très va-t-en-guerre, enfin, qui croyaient qu'il fallait absolument armer et qu'on pouvait gagner. Vous savez, l'Ukraine, c'est 31 millions d'habitants. Eugène Berg, les vraies voix ont des questions à vous poser. Elisabeth Lévy. Pardon. On fait jamais vraiment, on fait pas la guerre seulement pour des valeurs, si vous voulez, jamais, nulle part. On fait la guerre quand nos intérêts vitaux sont menacés. En signant un traité d'alliance militaire qui devrait fonctionner jusqu'à ce que l'OTAN prenne le relais, nous nous engageons, si vous voulez, si l'Ukraine est attaquée, allez nous battre aussi. Alors c'est bizarre parce que l'Ukraine est déjà attaquée. La question c'est, est-ce que nos intérêts vitaux sont menacés? Et est-ce que, je trouve la question de Françoise extrêmement pertinente, qu'est-ce qui vous garantit que Poutine, qui n'est pas Hitler évidemment, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'il s'arrêtera à l'Ukraine? Eugène Berg. Écoutez, d'abord, le traité, à ma connaissance, ne porte pas sur la défense de l'Ukraine. Il est là pour pérenniser à long terme une aide en matériel, financière et en formation. Voilà. C'est pas le fameux article 5 ou 47.1 de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc il n'y a pas une obligation morale et même pas juridique de venir assister à l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN maintenant. Et voilà pourquoi on lui dit oui, mais attendons. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est évident que ce n'est pas notre intérêt vital. Parce que l'intérêt vital, c'est un débat très compliqué qui porte sur la force de frappe. Vous savez que Marine Le Pen voudrait mettre dans la Constitution le fait que la dissuasion fait partie du patrimoine national. Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser l'arme nucléaire pour sauver l'Allemagne ou sauver la Pologne, en quelque sorte, défendre en cas d'attaque. Ça, c'est ce qu'on appelle la dissuasion élargie. Et ça, il y a un grand débat. Françoise, qui n'a jamais été... Françoise Degois. Monsieur l'ambassadeur. Allez-y, pardon, allez-y. Et là, c'est très important.
Ouais, sur nos c'est là, le vrai débat est là. Ouais, sur nos interrogations, je voudrais juste vous dire quand même, sur la Russie, il faut quand même préciser que si l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, la Russie, finalement, est assez fragile parce qu'elle n'a récupéré depuis le début de la guerre que 20% du territoire ukrainien. Vous êtes d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord là-dessus? Ah oui, non, mais attention. Attendez, je termine. Sur nos intérêts vitaux, vous savez très bien que si, par exemple, la Russie, c'est pour ça que la bataille autour de la mer Noire est très, très dense, parce que vous savez très bien que l'ouverture sur les ports et le transit, par exemple, des céréales, vous savez très bien que si la Russie met la main sur les céréales ukrainiennes, vous savez très bien que ça nous impactera sur nos intérêts vitaux. Je parle même pas de l'énergie. Là, je parle du blé. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, parce que l'Ukraine a gagné, elle a détruit une grande partie de la flotte de la Sébastopol et de la mer Noire. C'est vrai. Et si vous avez la carte, ils sont plus à Sébastopol, ils sont à Novorossiysk. Et de l'autre côté, qui est au nord de Sochi, sur les intérêts vitaux, je veux dire par là qu'il y a une menace réelle et un impact réel sur la vie des gens. Vous pouvez pas le nier. Non, pour l'instant, non. Si effectivement l'Ukraine est battue complètement, Odessa devient russe et il n'y a plus d'Ukraine en quelque sorte souveraine, là effectivement 30% des exploitations mondiales du blé sont dans la Russie et ils pourront manipuler. Mais déjà, vous savez, le débat est compliqué. On dépend des uns des autres. Il y a un problème, par exemple, que personne ne pose, c'est le problème nucléaire. Vous voyez, la Russie possède 50% des capacités d'enrichissement de l'uranium. Une grande partie de l'uranium enrichi dans les centrales américaines viennent de Russie. C'est la même chose pour la Tchéquie. Eugène Berg. Donc, on dépend de la Russie déjà. Monsieur l'ambassadeur, une question toute simple. À votre avis, y aurait-il une politique alternative par rapport à celle que mène depuis le début le président de la République à l'égard de l'Ukraine et de la Russie? Une réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'on partira au 0826 300 300. Une réponse pour les nuls. Vous savez, difficile. Non. Je veux dire que il aurait fallu négocier en amont, ce qui n'est pas possible. Et maintenant, le problème qui va se poser, mais c'est un peu prématuré, c'est-à-dire que dans 6-7 mois, si on est dans la même situation, eh bien, on verra que nos investissements n'ont mené à rien, il faudra négocier. Mais comme on n'est pas prêt mentalement, spirituellement, c'est ce qu'a dit le pape François, et tout le monde lui est tombé dessus, en disant, c'est là le dilemme. Vous savez, est-ce qu'on négocie maintenant, quitte à sauver encore une partie des meubles, les nôtres et ceux de l'Ukraine, ou on continue à croire que l'Ukraine pourra gagner ou être en meilleure position? C'est pratiquement le pari de Pascal. On y croit, on n'y croit pas. Rendez-vous dans 6-7 mois, on est là. Et malheureusement, personne ne peut trancher. Allez, on fait les réagir. On est toujours dans la même situation. On fait réagir, monsieur l'ambassadeur, 0826 300 300 avec David qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir David. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. On vous écoute David. Allez-y. Oui, non, on est sur un débat qui est compliqué parce qu'on peut pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir comme vos invités l'ont déjà dit, et on peut être opposé aux accords que veut imposer Monsieur Macron, tout en condamnant l'attitude de Monsieur Poutine, parce que c'est là où ça devient compliqué, parce que de tout mettre dans la balance et le soutien militaire, le soutien économique, l'entrée dans l'Union européenne, l'entrée dans l'OTAN, tout mélanger, c'est là où on s'en sortira pas. Et je pense que à un moment donné, la Russie, frontalement, on n'a pas les moyens, et comme le disait Monsieur l'ambassadeur, je pense pas que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Par contre, je pense que comme l'a fait la Russie envers la France, en Afrique et dans d'autres régions du monde, c'est sur les flancs qu'il faut s'attaquer à la Russie. Il faut l'attaquer là où ça fait mal, côté économique et autres, que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Et pas chercher du frontal qu'on sait qu'on ne peut pas mener. Alors, monsieur l'ambassadeur, pour répondre à David en 1 minute. Vous savez, attaquer la Russie par les flancs en Afrique, on a perdu le Sahel, je ne vais pas revenir là-dessus. On a perdu la bataille économique aussi. Dans tous les pays. Et les flancs, c'est quoi? La Russie exporte son pétrole, 25% de notre gaz, pas le français, il vient encore de Russie, parce que le gaz liquéfié n'est pas encore, il va être banni en 27, on achète de l'uranium enrichi, on achète du titane, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, la Russie, pour l'instant, économiquement, elle tient. On peut dire, on peut dire qu'elle vend son pétrole, franchement, à l'Inde, qui le raffine, et nous le revend à nous. Alors, soyons clairs, bien sûr, quand même. Et la Chine fait la même chose. Donc, vous voyez que les flancs, et en même temps, je disais tout à l'heure, il y a une espèce de nouvel empire mongol qui se crée,
c'est ni une alliance militaire, mais c'est une convergence entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran, qui se rencontrent et qui maintenant convergent. Et regardez ce que font les Houthis. Les Houthis sont armés par l'Iran. C'est des espèces de paysans avec ça. Eh bien, ils ont mis la main sur 20% du commerce mondial. 60% des exportations de la Chine exportation de la Chine vers l'Europe passe par la mer Rouge, et les Chinois font rien. Et également les Iraniens. Donc, vous voyez, c'est notre monde qui est aussi vulnérable. C'est l'Occident global qui pense qu'il a la vérité pour lui, qu'il a des intérêts, mais il faudrait un peu qu'il en rabatte intelligemment et qu'il s'ouvre aux autres. Ils ne disent pas, moi j'ai la vérité, j'ai mes valeurs, et il faut discuter. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Viendra peut-être un jour où ça sera opportun. Malheureusement, l'heure n'est pas venue. L'heure de la vérité n'a pas encore sonné, et il y aura encore beaucoup de drames, de destruction. Et l'homme est irrationnel. Il est porté par des passions, des intérêts. Et ils se rencontrent après, mais après, il est trop tard. Merci beaucoup, monsieur. Je ne veux pas être trop négatif. L'ambassadeur. Merci mille fois. Merci beaucoup, Eugène Berg, d'avoir été avec nous, ancien ambassadeur et auteur de ce livre, l'Ukraine, février 2023, les racines du conflit, son impact sur la démocratie, aux éditions Hémisphère, Maisonneuve et Larousse. Merci, vous restez avec nous dans un instant. Le Qui c'est qui l'a dit avec David de Toulouse qui est avec nous.